Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur la chaîne Live Doctor et aujourd'hui, nous sommes à Marseille. Nous sommes à Marseille, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous avons le privilège de rencontrer le professeur Ezekiel Ben Hari. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de nous recevoir. Permettez, même si votre modestie doit-elle en souffrir, de vous présenter. Vous avez fait de brillantes études à Jérusalem et à la Sorbonne. Vous avez été directeur d'unité INSERM à Paris. Et puis, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, vous avez été fondateur et directeur d'un institut de neurobiologie de la Méditerranée, donc à Marseille, dont aujourd'hui vous êtes le directeur émérite. Vous êtes également créateur d'une entreprise biotech qui s'appelle Neuroclore. Et puis j'ai choisi dans tous les prix qui vous ont distingué, honoré durant votre carrière, le Grand Prix de la recherche INSERM, qui n'est pas n'importe quoi, et vous êtes également Grand Prix de l'Académie européenne et américaine de l'épilepsie. Voilà. J'oublie quelque chose ? Non, c'est très bien, c'est parfait. Vos recherches se sont dirigées vers un certain nombre de pathologies, mais vous êtes surtout connu et reconnu pour être non pas le fondateur, mais en tout cas la personne qui a fait émerger le concept de neuroarchéologie. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus pour nos téléspectateurs ? Alors, je suis un expert dans ce qui concerne la maturation cérébrale. La question que je me pose depuis maintenant plus de 30 ans, c'est quel rapport il y a entre les gènes et l'activité cérébrale pendant sa construction. En fait, l'idée est très simple. Quand vous construisez un bâtiment, il y a un architecte, il y a un programme de construction, et puis après, il y a des réunions de chantier. Toutes les semaines, on vérifie que le bâtiment, il se fait comme il faut. La question que je me posais, c'est est-ce que la construction du cerveau, qui est quand même un organe extrêmement compliqué, est-ce qu'elle se fait de façon automatique, génétique, ou est-ce qu'il y a un contrôle pendant la construction ? Et j'ai découvert qu'il y avait un contrôle pendant la construction. Chaque étape de la construction, on vérifie que les choses se passent bien. Si vous voulez un autre exemple, quand on a construit le tunnel sous la Manche, ils ont creusé des deux côtés, ils se sont retrouvés là, et pas là, grâce au GPS, grâce à tout le reste. Eh bien, le cerveau suit la même idée. Il y a un plan général, mais chaque étape est contrôlée. Elle est contrôlée que tout se passe bien. D'accord ? Et ce qui la contrôle, c'est l'activité cérébrale elle-même. Il faut savoir que le cerveau est un organe qui est extrêmement actif in utero, et que cette activité-là, elle est modifiée au cours du temps. Pour prendre une paraphrase, je dirais que le cerveau immature cause beaucoup, mais son langage diffère complètement du cerveau adulte. Ça, nous l'avons démontré. Du coup, je me suis posé la question, et si jamais il y a une agression in utero, elle peut être génétique, elle peut être l'alcool, elle peut être le stress, elle peut être les pesticides, elle peut être tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, si vous reprenez l'exemple du bâtiment, si un maçon ne fait pas son boulot à un moment donné, la colonne est comme ça, le bâtiment va s'effondrer. Et il y aura une trace que la construction s'est mal faite. Le concept de neuroarchéologie, il dit quoi ? Il dit que si vous avez en intra-utérin, entre guillemets, une insulte, c'est-à-dire quelque chose qui agresse la construction, le processus de construction va être dévié de sa finalité. Vous allez avoir une maladie des années plus tard, mais la cause de la maladie, elle est déjà là. D'accord. Et quand vous allez avoir la maladie, c'est pas tellement la cause de la maladie qui est importante, mais c'est ces déviations du programme de construction qui sont importantes. Je prends l'exemple simple. Je conduis une voiture, le pneu éclate, la voiture rentre dans le mur et le moteur est mort. La cause de l'accident, c'est le pneu qui a éclaté, mais la maladie elle-même, c'est le moteur qui est mort. Si vous voulez guérir, j'allais dire, on s'en fiche du pneu. C'est le moteur qu'il faut corriger. Donc il faut revenir et corriger ces déviations maturatives qui ont eu lieu à cause de l'agression intra-utérine. D'où l'idée qui est très simple. Si ceci est vrai, ça voudrait dire que dans le cerveau adulte, il y a des neurones qui sont restés jeunes parce qu'ils n'ont pas mûri. Ils vont générer des activités électriques jeunes plutôt qu'adultes. Et c'est ça à cause de la maladie. Et si on veut les traiter, il faut des drogues qui bloquent des corps immatures dans le cerveau adulte. C'est ça la neuroarchéologie.
vous avez parlé aussi à un moment donné de sorte de surveillant de l'évolution. Est-ce que cela n'intervient pas dans les problèmes de déviation? N'y a-t-il pas des signes d'alerte? Alors, le problème, l'exemple que vous posez en fait, est la suivante. Quand est-ce que commence la maladie? Certainement pas quand je vais voir le toubib. Quand je vais voir le toubib, c'est belle lurette que la maladie est installée. On est d'accord. Toute la question, c'est de savoir à partir de quand je peux déceler des signes avant-coureurs qui sont suffisants pour me dire, toi, dans quelques années, tu seras Alzheimer, Parkinson, etc., etc. En fait, il s'avère, quand on réfléchit un tout petit peu, qu'un concept ne peut pas dépendre d'une technique. Quand Einstein a eu les idées farfelues qu'il a eues en 1905, elles étaient complètement farfelues. Il a fallu un siècle pour les confirmer. Elles restent universelles. Je prends un exemple très simple. Jusqu'il y a quelques années, on pensait que 5% des enfants qui ont une crise d'épilepsie, cela est dû à des défauts de migration des neurones. Aujourd'hui, on sait que c'est plutôt 40%. Pourquoi? Parce que l'imagerie est meilleure qu'avant. Donc, on ne peut pas faire dépendre d'un concept d'une technique. Demain, il va s'avérer que peut-être 100% des épilepsies infantiles sont dues à des ordres migratoires. Parce que les techniques auront évolué et permettront Exactement, de faire des diagnostics choses que plus vous voyez pas fins. avant. D'accord. Vous prenez l'Alzheimer, il y a une équipe bordelaise qui a développé une technique de mesure de la mémoire qui a avancé de 10 ans les premiers signes avant-coureurs de l'Alzheimer qui va venir. Ce qui veut dire qu'on peut très bien penser que demain, on va déceler le Parkinson ou l'Alzheimer 30 ans avant que la maladie ne s'exprime. D'où, à ce moment, l'intérêt et l'importance, en amont donc, de pouvoir soigner, traiter, à partir du moment où on fait le diagnostic. Complètement, parce que le plus le diagnostic est fait tard, le plus la guerre est perdue. La bataille est perdue. Pourquoi? Parce que le cerveau est une machine à s'adapter. C'est une machine qui intègre, qui mémorise, qui se modifie. Quand il y a une lésion, par exemple un trauma crânien, le cerveau, il ne reste pas inerte, il ne va pas dormir. Les régions qui ne sont pas mortes établissent de nouvelles connexions. Par exemple, quelqu'un qui devient aveugle, il a une sensibilité tactile beaucoup plus grande, parce que les régions qui étaient visuelles deviennent tactiles, en gros. Ça veut dire que la maladie, ce n'est pas la région morte, c'est la région morte plus ce que la région vivante a fait à cause de la mort de cette région. C'est ce qu'on appelle la plasticité. Il y a une plasticité extrêmement importante du cerveau qui s'adapte, entre guillemets, à toute agression et qui se modifie. Qui est, je crois, l'organe le plus plastique que nous de ayons très loin. Dans le de corps très humain. loin. Donc, à partir du moment où on a compris ça, que détecter le plus tôt possible, c'est le plus important. À partir du moment où on a compris qu'il y a des maladies qui naissent intra-utérines, là, on ne peut pas intervenir, évidemment. On peut rien faire. Il faut tenir compte des modifications qui sont intervenues à cause de l'agression intra-utérine et essayer de guérir ce qui n'a pas mûri. Et moi, j'ai démontré sur le plan expérimental avec mon équipe qu'il y a des neurones qui ne mûrissent pas dans le cerveau adulte et c'est eux qui sont la cause de la maladie. Du coup, vous imaginez que vous avez un neurone dans lequel vous avez 10% de vos cellules qui ont des propriétés électriques immatures. Imaginez que vous développez un médicament qui ne bloque que les courants électriques immatures. Vous allez bloquer cette activité-là sans affecter le reste du cerveau. C'est ça l'idée. Et donc, vous allez être focus sur le problème, Si vous voulez comprendre et traiter ces maladies, il faut revenir le maximum en arrière, voir comment le cerveau se développe, et sur des modèles animaux, voir comment l'insulte, la mutation génétique par exemple, va modifier cette séquence afin de comprendre. C'est pour cela que je dis que l'information génétique, c'est-à-dire par exemple dans le cas de l'autisme ou de la schizophrénie, l'identification de nouvelles mutations génétiques impliquées dans ces maladies-là, sur le plan thérapeutique, ne sert à rien. Parce que même quand il y a une mutation qui a causé la maladie, c'est la conséquence de ça. C'est pas la conséquence de l'insulte initiale. Et la plupart des maladies psychiatriques ne sont pas d'origine génétique, contrairement à ce qu'on nous raconte à longueur de journée. Il y a parfois une susceptibilité génétique. Bon, on ne peut pas dire, j'ai la mutation, je suis malade. Non.